Le projet il est organisé autour de 3 grands axes. Bien sûr, confirmer l'action menée. Nous avons mené un certain nombre d'actions depuis 2008. Des actions à confirmer, à faire évoluer aussi, d'autres à développer. Les premières sont sur les politiques publiques parce que nous croyons au service public, tout simplement. Service public de proximité. Le projet urbain, parce que nous avons une opportunité incroyable dans les années qui viennent, c'est de pouvoir transformer notre ville, et bien sûr une participation citoyenne renforcée au travers d'outils qui permettront justement aux habitants, mais quel que soit d'ailleurs leur âge, de s'impliquer beaucoup plus dans cette vie citoyenne collective. Sur les politiques publiques, je propose qu'on démarre sur les politiques publiques. Notre priorité est simple, c'est priorité à l'éducation et à la solidarité. L'éducation au sens large du terme, c'est-à-dire bien sûr l'école, c'est bien sûr aussi les loisirs, c'est la petite enfance, les politiques en direction de la jeunesse, toutes les politiques en direction de la jeunesse. C'est bien sûr le sport et c'est bien sûr aussi la culture dans toutes ses dimensions. Sur les questions de petite enfance, nous avons d'ailleurs, dès le début de ce mandat, ici renforcé très fortement le nombre de places en halte garderie ici au multi-accueil Jean Moulin, puisque les besoins de la population se faisaient sentir. Donc nous voulons effectivement, sur la petite enfance, maintenir à la fois les conditions et la qualité d'accès en direction des familles. Toutes les structures à Pont-Clé sont gérées directement par la mairie. Ce sont des structures municipalisées. Il y a bien sûr les assistantes maternelles agréées également, mais en tout cas renforcer les conditions d'accueil et de qualité en direction des familles pour tout ce qui est garde des tout-petits. C'est important parce que, d'autant plus important, c'est que les crèches, garderies, c'est des formidables lieux de socialisation des enfants. Mais ça permet aussi, dans des foyers, pour des couples, tout simplement de pouvoir, ou l'un ou l'autre, de pouvoir aller travailler. Et ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui à l'échelle d'une famille quand on sait les difficultés que peuvent connaître les Pontoises et les Pontois. Nous avons une question sur la petite enfance, c'est qu'il nous faut peut-être, et c'est pas un peut-être, mais en tout cas il nous faut avancer sur cette question, c'est la question des horaires atypiques. Vous avez aujourd'hui, pour l'essentiel d'ailleurs des femmes, qui travaillent très tôt, tard le soir, je prends par exemple les grandes surfaces, qui peuvent élever seuls leurs enfants. Et cette question des horaires dits atypiques, c'est-à-dire tôt le matin ou plus tard le soir, se pose. Et donc il nous faut réfléchir. Ce n'est pas simple du tout à mettre en place, mais nous devons évidemment travailler sur ce sujet et en tout cas faire des propositions au cours de ce mandat. Pour l'enfance et les politiques éducatives, les écoles de Pont-Clé sont aujourd'hui bien dotées, elles sont soutenues, de façon à ce que chaque enfant, quel que soit son lieu d'habitation, puisse être accueilli dans une école de secteur proche, que ce soit maternelle ou élémentaire, et que chaque enfant puisse avoir accès à des conditions éducatives de bonne et de très bonne qualité. C'est pour nous extrêmement important. On sait que par l'éducation, par l'apprentissage, la connaissance, c'est évidemment essentiel, même si aujourd'hui ça ne garantit pas l'accès au travail, on le sait très bien, pour un certain nombre de nos concitoyens, mais en même temps, c'est le rôle de la puissance publique et de la ville que de porter en tout cas des politiques publiques en matière éducative qui soient ambitieuses, courageuses et avec des moyens qui soient toujours maintenus, voire renforcés. Je rappelle qu'en maternelle, nous avons toujours une ATSEM par classe. Je rappelle que nous avons équipé au cours de ce mandat quasiment toutes les classes avec les moyens qui sont aujourd'hui les moyens les plus modernes en matière d'apprentissage, mais c'est aussi le soutien à l'ensemble des projets d'école que nous devons continuer à mettre en œuvre. C'est bien sûr les politiques de loisirs, avec notamment en matière d'enfance tout le travail qui est mené avec le délégataire que nous avons Alpha 3A, à la fois sur ici Jean Moulin,
à la fois sur la maison de l'enfance, sur le quartier Île-de-Mars, mais à la fois bien sûr avec le centre aéré de Vars, qui est un formidable outil que nous pouvons, dont les enfants à compte clé peuvent bénéficier. Donc c'est évidemment renforcer cette politique en matière de loisirs. Nous allons mettre en place à partir de septembre la fameuse réforme des rythmes scolaires qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous ne sommes pas partis en 2013, mais en 2014. Vous voyez comme quoi on n'a pas forcément écouté le gouvernement qui nous a dit si vous n'y allez pas en 2013, vous n'aurez pas la carotte financière en 2014. On a préféré, en même temps on l'a eu en 2014, donc on a bien fait d'attendre. Mais surtout on a attendu parce qu'il était nécessaire de concerter avec les parents d'élèves. Ça a été une réforme qui a créé énormément d'inquiétudes chez les parents, beaucoup d'inquiétudes chez les parents, chez les enseignants aussi bien sûr, chez les assistantes maternelles, puisque les horaires qui étaient décalés entraînaient aussi des changements dans la vie de beaucoup, sur le délégataire Alpha 3A également. Donc on a pris ce temps-là, c'est près d'une vingtaine de réunions de concertation. Là, hier soir, nous avions la dernière avec Corinne, comité de pilotage avec les parents d'élèves, avec la caisse d'allocation familiale, avec l'éducation nationale, pour faire en sorte justement que nous puissions, alors même si nous verrons avec la mise en œuvre, parce qu'on va des fois, on va quand même sur quelque chose qui n'est pas simple à mettre en œuvre. En tout cas, ce que nous avons voulu faire, c'est qu'il y ait un vrai projet qualitatif. Donc, il faudra de toute façon continuer la mise en œuvre de cette réforme de rythme tout au long du mandat, parce que, encore une fois, mettre en place toutes les activités périscolaires à partir de 15h45 tous les jours, puisque je rappelle que l'école, le temps scolaire s'arrêtera désormais à 15h45. Entre 15h45 et 17h30, 18h, il y aura des activités qui seront proposées par la ville. Et c'est ce que l'on appelait Eureka, l'école municipale des sports, des arts et des sciences, qui sera mis à disposition de tous les enfants de Pontet, en tout cas toutes les familles, à un prix extrêmement bas, parce que je dirais l'aspect financier ne doit pas empêcher aucune des familles de pouvoir avoir accès à ces prestations-là, faites par à la fois du personnel qualifié, du personnel formé. Sur la jeunesse, la politique jeunesse est toujours une politique extrêmement compliquée, puisque les besoins en matière de jeunesse évoluent au cours du temps, et puis les besoins pour la jeunesse sont aussi variables. Les besoins de la jeunesse peuvent être autour tout simplement des questions de loisirs, naturellement, mais pas seulement. Des questions d'autonomie, mais pas seulement. Des questions aussi d'accès au logement, des questions bien sûr d'accès à l'emploi, des questions liées à la formation, et des questions liées à la scolarisation, et des questions qui peuvent être aussi liées à la santé, et tout simplement à la vie quotidienne. Donc ce que nous proposons pour ce mandat, c'est que nous allons démarrer, si nous sommes élus le 23 mars, démarrer par, je dirais, un grand travail, je dirais, de consultation globale de la jeunesse sur Pontet. Puisque nous avons besoin d'aller beaucoup plus finement dans les choses, en direction de la jeunesse. Encore une fois, les aspirations peuvent varier tout simplement en fonction des tranches d'âge, elles peuvent varier en fonction aussi, tout simplement, si les jeunes vont à l'université, ne vont pas à l'université, sont plutôt dans la formation par apprentissage. Donc nous devons être beaucoup plus fins, en tout cas, sur le diagnostic pour pouvoir mettre en œuvre effectivement une politique de soutien. Nous devons porter aussi un soutien en direction des projets. Lorsque les jeunes souhaitent construire des projets ensemble ou à titre individuel, nous devons avoir cette souplesse à l'échelle de la ville. Nous le menons déjà, mais nous devons naturellement le développer. La jeunesse, c'est aussi le sport. Nous allons évidemment soutenir le sport comme nous le faisons depuis le début du mandat, soutenir les clubs sportifs, favoriser le sport de masse, et notamment le sport je dirais en direction des jeunes. Beaucoup de nos jeunes pontois sont dans les clubs sportifs, que ce soit au foot, que ce soit au rugby, que ce soit au hand, que ce soit au futsal, que ce soit dans différents sports, tout simplement.
eh bien nous devons soutenir les associations qui ont ce rôle véritablement d'encadrement et de développement de la pratique sportive avec les jeunes. Mais nous devons aussi accompagner le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, nous avons des clubs qui naturellement peuvent monter, je dirais, à des échelles ou en tout cas à des niveaux plus importants. Nous devons les accompagner. C'est jamais simple puisque nous sommes une commune là aussi de taille intermédiaire. Nous n'avons pas vocation un jour à accueillir un club de foot qui sera en Ligue 2 ou en Ligue 1, soyons clairs. Mais en tout cas, nous devons accompagner lorsque ces clubs sont dans ces processus de montée, parce que c'est un formidable aussi, je dirais, moment pour l'ensemble, à la fois l'ensemble des jeunes, des coachs, des équipes. C'est un formidable challenge que chacun peut se donner, en tout cas toute l'équipe et tout le groupe se donne. Donc ça c'est important. Développer le sport pour tous, la pratique pour tous, c'est vrai depuis le plus jeune âge naturellement dans les écoles, c'est déjà le cas, mais maintenir aussi cette pratique sportive qui est importante dans les clubs sportifs, mais aussi en direction des personnes âgées, puisque nous savons qu'aujourd'hui la pratique du sport est véritablement tous les âges, en tout cas sur Pont-Clé, mais également sur d'autres communes. Accompagner les clubs sportifs, on les a soutenus, on les soutient maintenant dans le cadre de règles qui sont claires. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait un certain nombre de critères, mais nous avons fait évoluer ces critères. Naturellement, nous pourrons les faire évoluer. Quand je parle tout à l'heure du soutien à la jeunesse, c'est un axe de soutien au club associatif qui peut se renforcer, au club sportif qui peut se renforcer dans les années qui viennent. Mais c'est tout simplement aussi des conventions entre les clubs et la ville. Il y a des objectifs. On a des objectifs communs et la ville met à disposition des équipements, met à disposition des moyens. Il est normal que nous ayons ensemble, je dirais, cette façon de fonctionner. L'argent qui est mis par la collectivité doit être utile et utilisé pour ce qu'il a été au départ imaginé. La culture, c'est pareil. La culture, c'est évidemment important. Nous avons des équipements importants. La bibliothèque, je vous rappelle qu'elle est devenue gratuite pendant le mandat. Parce que la volonté pour nous, c'était que, encore une fois, la bibliothèque, c'est un lieu où on va. Et tout simplement, pour lire les magazines, lire des livres, lire des journaux, préparer des exposés à l'école, préparer tout simplement le travail qu'on peut mener à l'université. C'est donc évidemment cela. C'est l'école de musique, le conservatoire. Je rappelle qu'il y a près de 250 jeunes de Pont-Clé qui sont au conservatoire, essentiellement les quotients les plus bas, d'ailleurs, je voudrais dire, avec des professeurs et des enseignants de grande qualité. Mais c'est aussi les ateliers d'art plastique pour tous, mais c'est aussi les ateliers d'art plastique dans les écoles. C'est aussi c'est toute cette pratique-là qu'il nous faut développer. Et c'est un des points qu'on veut développer pendant le mandat, c'est favoriser les pratiques et les initiations à tout, quels que soient les âges. S'émerveiller, faire de la sculpture, faire du théâtre, c'est des choses que peut-être à un moment donné on n'imaginait pas, mais que chacun peut tout simplement dans son parcours de vie, je dirais, faire. Donc il faut qu'on favorise ces pratiques et ces initiations. C'est le faire. C'est aider pour que chacun puisse faire. Que ce soit sur les sciences, la lecture publique, le théâtre, les arts plastiques, les arts vivants, et puis tous ces arts un peu nouveaux qui viennent, les arts de rue, que ce soit aujourd'hui même du graphe, je dirais, qui est quelque chose de nouveau qui apparaît, et nous devons accompagner ça. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément pas intéressant. Il n'y a pas que l'art ancien qui est intéressant, tout est intéressant. Mais tout doit être effectivement, en tout cas, porté et soutenu. La ville doit être un lieu culturel, on ne sera jamais ni Barcelone, ni Rome, ni Florence, mais en même temps, on doit accompagner chaque fois que l'on fait des transformations dans la ville, et le quartier ici connaîtra de profondes transformations urbaines dans les années qui viennent. L'arrivée du tramway pour 2017 reconfigurera beaucoup de choses. Et on l'évoquera, et je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure. Quand on reprend une avenue comme l'avenue Charles de Gaulle, pour mettre des rails, certes,
on reprend toute la rue. On repense toute la rue. On repense les piétons, on repense les cycles, on repense l'éclairage public, on repense tout ce qui est végétalisation, on repense tout, mais on repense aussi les rues qui sont adjacentes à ça. Ça ne peut pas être simplement on pose des rails et puis c'est fini. Donc c'est pour nous évidemment un formidable, et ça sera un formidable moment de transformation qui entraînera des travaux compliqués, mais en même temps qui sera évidemment quelque chose d'important. Sur la solidarité et la cohésion sociale, notre volonté, c'est de maintenir et de soutenir les politiques de solidarité et de cohésion sociale. Le revenu moyen par habitant à Pontclé est un des plus faibles de l'agglomération. Nous avons des populations qui sont modestes, et nous savons aujourd'hui que la crise, elle est rude lorsqu'elle touche à l'intérieur d'une famille un des parents, des enfants. Donc la puissance publique communale est aussi un formidable amortisseur de cette crise. Le but étant d'être en soutien lorsque les accidents de la vie, les accidents de parcours sont là. Tout le monde, toute famille demain peut être confrontée à ces accidents de parcours. Tout le monde ici dans cette salle connaît, ou a connu, ou connaîtra des personnes qui auront ces accidents de la vie, que ce soit lié au chômage, que ce soit lié. Et la puissance publique doit être évidemment, avec d'autres, en accompagnement de cela. Je dis simplement que la résidence de personnes âgées sera maintenue dans le public. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Ça a été dit, la rumeur nous a fait dire qu'on voulait la privatiser. C'est évidemment un mensonge. Je renvoie à mes adversaires leurs propres mensonges là-dessus. Il est essentiel aussi de continuer à rompre la solitude de nos aînés, que ce soit par le partage des repas, que ce soit par le fil, qui est un formidable outil. Je voudrais rappeler qu'en 2008, il y avait 750-800 voyages qui étaient organisés pour nos aînés avec, vous savez, le petit bus, le fil qu'on voit. Nous sommes aujourd'hui à près de 4300. Donc c'est quelque chose qui est utile et que nous devons naturellement développer. C'est le portage des repas, c'est le fil, c'est bien sûr aussi les colis. Mais nous devons être particulièrement attentifs aujourd'hui aux aînés, tous les aînés, toutes les personnes âgées, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, qui sont dans des mécanismes de solitude et de repli. Nous avons une chance à Pontclé, c'est que la cellule familiale fonctionne souvent très fort. C'est-à-dire que les enfants, les petits-enfants sont là en accompagnement. Mais parfois, c'est lourd aussi pour les familles de porter. Et nous devons, et la puissance publique doit être évidemment, naturellement, en soutien. Le maintien à domicile, c'est aussi quelque chose qui se développera. La population vieillit et naturellement, c'est quelque chose qu'il faudra développer. Encore une fois, nous sommes sur des champs qui sont certes les nôtres, mais qui ne sont pas seulement que les nôtres. Quand on parle des personnes âgées, c'est une des grandes missions du Conseil général. Nous avons, avec Hervé Havre, signé un courrier ensemble cette semaine en direction du président du Conseil général qui vise à réduire des aides en direction des personnes âgées, tout simplement les aides ménagères qu'elles peuvent avoir, les aides à domicile qu'elles peuvent avoir. Il y a une volonté du Conseil général de réduire cela. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'André Valigny est de la même sensibilité politique que moi que ça ne nous empêche pas de nous lever et de dire ceci n'est pas acceptable pour un certain nombre de nos concitoyens qui bénéficient de ces politiques publiques. Soutenir nos politiques, développer nos politiques notamment en matière de solidarité en direction des personnes les plus fragilisées, toutes les personnes les plus fragilisées, que l'on soit à un moment donné sur le chômage, que l'on soit aussi en difficulté dans la cellule familiale, etc., etc. Nous devons continuer à soutenir naturellement, évidemment, les personnes les plus fragilisées. Beaucoup nous disent « Oh là là, mais vous faites beaucoup trop de choses. » Beaucoup trop de choses. Je l'ai entendu. En même temps, je voudrais quand même rappeler que la population de Pontclé est la population la plus modeste de cette agglomération. La plus modeste. Le revenu par habitant, c'est un des revenus les plus faibles de l'agglo et un des plus faibles du département. C'est quoi?
je dirais que, encore une fois, chacun et chacune dans sa famille peut avoir à un moment donné des accidents de parcours. Et le soutien, qui doit être cette aide nécessaire de la puissance publique, elle doit avoir lieu. Donc ça, là-dessus, c'est effectivement... certains peuvent considérer ça comme étant une dépense inutile. Nous considérons que c'est un investissement parce qu'encore une fois, on parie sur l'humain. Et je ferai exprès de faire une petite... c'est l'humain d'abord, avant le reste. Nous devons développer aussi le lien intergénérationnel. Beaucoup de choses doivent aujourd'hui se faire entre les plus jeunes et les moins jeunes. C'est pas simple, il faut encore une fois là aussi développer ces liens. Encore une fois, sur les politiques de solidarité, moi je remercie là aussi le conseil d'administration du CCAS qui fonctionne aussi avec des bénévoles qui sont membres du conseil d'administration pour la mise en œuvre de ces politiques-là. Car, encore une fois, on ne peut pas se satisfaire que des concitoyens puissent à un moment donné être au bord du chemin, tout simplement, parce que, encore une fois, les accidents de la vie ont fait que ça les a amenés là. Il faut être aussi, bien sûr, dans un soutien et un suivi des personnes. C'est-à-dire que nous devons être dans un accompagnement. Le but, c'est qu'effectivement, le plus vite possible, les personnes puissent retrouver des situations qui soient évidemment plus faciles. Le but d'un soutien de la collectivité n'est pas un soutien qui dure éternellement dans le temps. Le but, c'est que ça soit tout simplement ce soutien nécessaire à un moment donné. Sur la vie associative, je l'ai déjà évoqué, la montée en charge de la Maison des associations et de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si vous avez tous visité ce bâtiment qui est à la disposition de tous les Pontois, tous ceux et toutes celles qui ont envie à un moment donné en association ou venir tout simplement la visiter. C'est les anciens ateliers de chargement de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, en face du foyer municipal, le bâtiment qui a été rénové. Nous voulons sa montée en charge. Aujourd'hui, je sais que Philippe Rosière, qui s'est occupé de ce dossier, me dit que tout simplement, nous arrivons presque maintenant à plein. On est complet en matière d'associations présentes. Mais ça ne veut pas dire que les associations ne peuvent pas tout simplement continuer à y aller. Il y a des salles, des moyens mis à disposition, une aide au bénévolat. Il y a des services municipaux qui sont là pour aider les bénévoles associatifs. Aujourd'hui, être bénévole associatif, c'est compliqué. Vous devez connaître la législation qui change tout le temps. Vous devez avoir des personnes qui soient formées, que ce soit dans les clubs sportifs ou autres. Donc ceci nécessite à un moment donné le soutien, bien sûr, des services municipaux pour les aider justement dans cette construction. Nous devons donc favoriser et encourager le bénévolat associatif, que ce soit dans les associations sportives, culturelles, le bénévolat au centre social ici. Typiquement, c'est important que chacun et chacune puisse trouver pleinement sa place. Et moi, je le dis souvent, quand des personnes me disent « Ah, ben, j'ai des moments où je ne sais pas trop quoi faire, j'aimerais bien m'impliquer », ben, écoutez, venez au centre social Jean Moulin, venez au centre social Irène Joliot-Curie, venez à la résidence de personnes âgées. On a besoin de bénévoles aussi, tout simplement parce que c'est une façon de s'impliquer pour l'ensemble et le collectif. Les politiques publiques en matière d'insertion d'emploi. La première des choses, c'est que nous avons vécu un mandat catastrophique en matière économique. En 2008, lorsque, il faut se rappeler simplement des choses, en 2008, juillet 2008, les papeteries ont fermé, 120 salariés sur le carreau, terminé. Un outil industriel qui aujourd'hui, pour une partie, est parti au Bangladesh. Nos machines sont parties au Bangladesh aujourd'hui. Ils ont été vendus et tout cet outil industriel est parti dans ces pays aujourd'hui. Les papeteries, Becker Industrie, Graphic Packaging, et j'en oublie d'autres sans aucun doute, mais David a suivi ça. La plateforme chimique aujourd'hui, avec les interrogations. Il y a eu un comité d'entreprise hier qui ne nous annonce pas forcément des choses extrêmement positives. Il faut que nous défendions tous collectivement cet outil industriel. Tous. Il n'appartient pas à un parti politique plutôt qu'à un autre. Il appartient à nous. C'est notre histoire.
C'est nos parents, c'est nos oncles, c'est nos tantes, c'est nos mères qui ont travaillé sur ces endroits-là et qui ont pu, à un moment donné, faire fonctionner la famille, etc. C'est notre outil, c'est notre histoire. Donc c'est véritablement quelque chose que nous devons collectivement défendre. Donc la première des choses, c'est défendre effectivement cet outil industriel. Ça peut paraître rien, mais lorsque l'ensemble des élus, l'ensemble de la population est solidaire, des salariés, des organisations syndicales de la plateforme chimique, eh bien ça a naturellement du sens. Nous sommes évidemment derrière cet outil-là, nous vivons avec le risque, bien évidemment, nous souhaitons que là aussi les risques technologiques soient réduits pour là aussi les salariés de la plateforme qui travaillent tous les jours, et bien sûr pour la population, mais nous voulons garder cet outil industriel. Alors en même temps, on n'est pas des marchands de rêve, on n'est pas des marchands de rêve, parce que un maire, un conseil municipal, quand vous avez des actionnaires qui sont en Thaïlande, quand vous avez des actionnaires qui sont en Suède, je peux vous dire que ces actionnaires-là, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir, au final, combien ils ont fait de bénéfices à un moment donné et combien ils pourront reprendre. C'est ça la stratégie des actionnaires aujourd'hui pour vous. Hélas, on peut le critiquer en tout cas naturellement. Mais c'est pas parce que nous, élus locaux, population, nous sommes très loin de ces hommes et de ces femmes. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. On a de temps en temps certains noms qu'on nous donne. En même temps, ils sont plus nombreux, c'est sûr. Mais nous devons en tout cas défendre ce tissu industriel, et moi je suis pleinement. Mais c'est pas une prétention que de dire ça. Mes prédécesseurs l'étaient également. Les maires précédents l'étaient, les défenseurs de cet emploi industriel. Donc ce n'est pas lié forcément à moi, c'est lié à nous, collectivement. C'est notre affaire collective. Il nous faut développer les politiques d'insertion. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont extrêmement éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi. Et il nous faut développer ce que l'on appelle les politiques d'insertion, et notamment au travers de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça qu'on a fait une maison d'économie sociale et solidaire à Pont-de-Claix. C'est parce que c'est effectivement important en tout cas de le développer. Mais nous devons développer cela avec la métro, communauté d'agglomération, qui est aussi porteur évidemment de ces politiques-là. Il faut favoriser aussi naturellement la coordination de tous les acteurs de l'emploi. Lorsque nous avons pris la décision d'installer Pôle emploi à Pont-de-Claix, et qu'on nous a beaucoup critiqué en disant que c'était un service public qui n'avait pas forcément de sens à Pont-de-Claix, il est évident qu'on préférerait qu'il n'y ait aucun jeune ou moins jeune qui aille à Pôle emploi. C'est évident. En même temps, d'avoir un service de proximité à proximité, plutôt que d'avoir Pôle emploi visible demain, c'est clair que c'est beaucoup mieux qu'il soit aujourd'hui à Pont-de-Claix. Donc nous devons coordonner les acteurs des politiques de l'emploi. Pôle emploi, mission locale, maison Pôle emploi, AFPA, aujourd'hui organisme de formation, qui est soutenu fortement par la région Rhône-Alpes. On aimerait qu'il soit soutenu beaucoup plus d'ailleurs. On essaie de se bagarrer pour que l'AFPA ne soit pas non plus dans une logique de marché public qui est développée aujourd'hui par la région Rhône-Alpes. Nous souhaitons que véritablement cet acteur de la formation professionnelle soit développé, et en tout cas nous puissions développer avec eux des liens et développer ensemble cette coordination. Nous défendons aussi l'emploi public. L'emploi public, c'est le service public, c'est les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien, bien sûr à Pont-de-Claix, mais aussi ailleurs. L'emploi public, vous en avez souvent beaucoup. Avant, dans les centres sociaux, vous aviez les assistantes sociales du conseil général, vous aviez le personnel du conseil général, vous avez des personnes qui font des missions de service public, je pense aux aides à domicile pour personnes âgées qui font du travail de service public, je pense aux assistantes maternelles qui font une mission de service public, et bien naturellement, c'est cet emploi-là qu'il nous faut défendre. Ça, c'est pour ces éléments-là. Sur la question de la tranquillité publique et de la prévention. Lorsque je suis arrivé maire en 2008, je n'étais évidemment pas, et je le dis extrêmement tranquillement, formé à ce que pouvait être cette question ô combien compliquée de la sécurité et de la tranquillité publique.
Le maire n'est pas, comme aux États-Unis, un shérif. Il n'est pas... il n'a pas ces mêmes pouvoirs qu'un shérif aux États-Unis, comme on peut voir dans les films. Peut-être mieux d'ailleurs comme ça, hein. En tout cas c'est comme ça. Vous avez sur Pont-Clé une gendarmerie, la gendarmerie nationale, qui est la plus grosse brigade territoriale du département d'Isère. Vous avez la brigade motorisée, aujourd'hui installée, mais eux ne répondent pas au commandement du maire. Leur autorité de tutelle, leur autorité au-dessus, c'est monsieur le préfet, ce n'est pas le maire. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à votre disposition 38 gendarmes qui sont pleinement à votre entière disposition. Ils ont leur propre mission, et vous savez qu'à Pont-Clé d'ailleurs, la caserne, une partie de la caserne de la brigade de gendarmerie, a une grande partie qui est consacrée tout simplement au transfèrement depuis le centre d'arrêt de Vars. C'est eux qui le font, jusqu'au palais de justice lorsqu'il y a des transferts de détenus. L'essentiel de la politique publique en matière de tranquillité publique, c'est la coordination des acteurs. Et c'est pas facile. Moi je le dis, c'est pas facile. Avec Noël Guillet, on a travaillé pendant ce mandat. C'est pas simple. Coordonner à la fois une police municipale, mais qui n'est pas une gendarmerie bis, qui n'a pas les missions de gendarme, tout simplement. Une gendarmerie avec effectivement ses propres missions. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est de travailler en coordination, d'être au fait des choses, et d'être au fait de façon très précise de ce qui se passe sur la ville. Très précise, quand je dis très précise, c'est quasiment, et c'est même pas quasiment, c'est à l'individu près. Parce que c'est comme ça que les choses se passent sur Pont-Clé. Imaginez que moi, avec Noël Guiguet pendant ce mandat, je pouvais être enfermé dans mon bureau au 2e étage de la mairie et pas forcément savoir exactement de façon très précise ce qui pouvait se passer. Si y en a qui veulent le croire, eh ben, je les laisse croire, mais ce n'est pas la réalité. On sait très vite les choses, on sait très vite. On est une petite commune et les choses se savent extrêmement vite. Donc le but, c'est de quoi faire? Nous, on a travaillé à coordonner l'ensemble des situations. À la fois police municipale, et nous devons développer dans les années qui viennent, je dirais continuer à développer cette notion de proximité de la police municipale dans nos quartiers, mais c'est aussi travailler du coup en coordination avec la gendarmerie, mais avec tous les acteurs de la prévention. La prévention spécialisée, qui peut être la base, avec qui nous travaillons, mais la prévention aussi par tous les services publics. Lorsque vous avez aujourd'hui des décrocheurs au collège, et que vous l'apprenez, hélas, moi je le dis, que 3 mois ou 4 mois après, que des jeunes ont décroché, mais que vous savez que pour certains, ces mois-là vont être déterminants sans doute dans leur vie, eh bien il est nécessaire d'amener ces politiques d'accompagnement aussi en direction des jeunes. Vous pouvez être dans des familles aussi déstructurées, vous pouvez être aussi dans des familles où la situation n'est pas simple. En même temps, nous devons travailler sur l'ensemble du champ, que ce soit bien sûr de la prévention qui relève je dirais, de l'autorité à la fois des pouvoirs de police du maire, mais comme des pouvoirs de la gendarmerie, mais à la fois dans ces politiques de prévention et d'accompagnement, qui là relèvent pleinement de nous, en lien avec d'autres partenaires. Donc on doit travailler. Et ça, tous les jours. Tous les jours, il faut remettre les choses sur la table. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais simple. Après, il y a une chose sur laquelle le maire n'a aucune influence. C'est une fois que le travail d'enquête de gendarmerie a été fait, la décision du parquet, c'est la décision du parquet. La décision du procureur de la République, c'est la décision du procureur de la République. Et ça, le maire n'a pas d'autorité naturellement sur le procureur de la République, vous imaginez bien. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut que chacun entende. Je sais que des fois, c'est parfois un peu compliqué de comprendre un certain nombre de décisions qui sont prises par la justice. En même temps, c'est les décisions qui sont prises par la justice. Moi, je n'ai pas l'habitude
d'écrire au procureur pour lui dire que là il a pris une bonne décision ou là il a pris une mauvaise décision. J'ai interpellé à 3 reprises, 2-3 reprises, lorsque m'ont été signalés sur Pont-de-Clé, et je peux vous dire une chose, c'est que je ne me pose pas 2 minutes la question. Lorsque me sont signalés des trafics de stupéfiants qui sont importants sur Pont-de-Clé, là je peux vous dire une chose, c'est que je ne me pose pas 2 minutes la question. S'il y a besoin effectivement d'interpeller et le procureur et le colonel de gendarmerie sur ces aspects-là, je ne me pose pas 2 minutes la question, puisqu'il est dans ma responsabilité de maire que de le signaler. C'est dans mon rôle que de le signaler et d'interpeller. Sur la santé, dernier point, en tout cas sur ces éléments-là, dernier point sur la santé, nous vivons aujourd'hui une période qui est compliquée de désertification médicale. Le médecin de quartier sur Jean Moulin à Grand-Gallet, les médecins partent, mais c'est vrai sur Grand-Gallet comme c'est vrai sur d'autres secteurs frontières. C'est vrai sur d'autres secteurs de l'agglomération grenobloise. C'est moins vrai en centre-ville de Grenoble. Et naturellement, je rappelle que les médecins sont libres de s'installer où ils veulent dans notre pays. On peut le regretter. Ça aiderait aussi beaucoup dans certaines zones urbaines qu'on puisse justement avoir des médecins de quartier. Ce n'est pas notre cas dans notre pays, c'est ainsi. En même temps, nous ne pouvons pas, nous, accepter la désertification médicale sur Pont-de-Clé. Les habitants de Grand-Gallet avaient d'ailleurs fait une pétition, il n'y a pas très longtemps, sur justement cette question. Ils étaient très inquiets sur la désertification médicale. Nous avons accompagné cette pétition et nous avons travaillé dans 3 directions. 3. La première, c'est que nous avons gardé l'appartement du docteur Monteagudo. Nous l'avons gardé. C'est-à-dire pendant 6 mois, nous allons, nous, ville, payer le loyer. Et nous allons interpeller les facs de médecine pour justement faire en sorte, interpeller le syndicat des médecins, interpeller également, je dirais, tous les acteurs de la santé, conseil de l'ordre, etc., pour tout simplement, s'il y avait un médecin intéressé pour venir s'installer à Pont-de-Clé, ici sur Grand-Gallet, avec un loyer intéressant parce qu'il y a un bailleur tout simplement, et bien évidemment, nous avons activé cette question-là. Nous ne savons pas quel va être le résultat de tout ça. Parce qu'encore une fois, les médecins s'installent où ils veulent. Donc, nous ne pouvons pas dire, à la sortie de l'université de Grenoble, on vous prend vous là, ça nous intéresse parce que ça serait bien que vous veniez. Deuxième aspect, c'est travailler avec les associations d'internes et de médecins. Là, il y a un travail qui est en train de s'opérer entre Échirol et Pont-de-Clé. On travaille beaucoup là-dessus. Il y a une association de jeunes médecins qui ont une vision extrêmement sociale de leur métier et qui ont envie de s'impliquer dans leur quartier, tout simplement, et qui sont prêts à monter quelque chose entre Village 2 et ici. Donc on essaye de travailler à ce projet naturellement. La troisième possibilité, c'est la maison de santé. Troisième possibilité, c'est la maison de santé. Certains en parlent, certains inscrivent même dans leurs documents de campagne construire une maison de santé. Une maison de santé, c'est la collectivité qui la paye. Hein. Je voudrais juste le dire comme ça. Et puis, c'est pas parce que vous bâtissez des murs que vous avez des médecins dedans. Hein. Simplement pour vous expliquer quand même la mécanique d'avant. Donc c'est un travail de longue haleine qu'il va falloir que nous menions avec justement toutes les professions de santé. Médecins, pharmaciens, professions d'autres médecins spécialistes par exemple, pour qu'à un moment donné, il y ait effectivement un projet collectif et que nous puissions nous accompagner au travers d'une maison de santé. Il est évident qu'avec l'arrivée du tramway et la construction potentielle de logements, l'avenue Charles de Gaulle, avec sans doute des commerces en pied, nous pourrions imaginer dans ces lieux, effectivement, quelque chose qui puisse être demain une maison de santé. Mais on ne vend pas du rêve, et on ne vend pas en disant on le fera, il y aura des médecins dedans. En tout cas, nous allons travailler à ce que cela soit ainsi. Ça,
ça, ce sont les politiques publiques. C'est ce qui nous intéresse tous les jours, depuis la petite enfance jusqu'à l'école, jusqu'aux solidarités.